Madame, Messieurs, bonsoir. Dans les titres Nord-Ouest et Sud-Ouest, une tenue sur mesure pour le bal des régions. Les prochaines élections conduisent au statut spécial tant attendu. Que sera la House of Chiefs et que fera le Public Independent Conciliator? Réponse en première ligne du 20h30. En éducation, elle arrive, la rentrée scolaire 2020-2021. Retentissement des cloches dans 3 semaines pour les écoles, lycées et collèges. Dictée préparée sur les défis d'une reprise, pas comme les autres, dans la page spéciale rentrée scolaire qui s'ouvre ce soir. En sport football, Lions indomptables, l'appel des fauves lancé par Antonio Conceição. 32 joueurs convoqués par l'entraîneur sélectionneur national pour un stage début du 5 octobre prochain aux Pays-Bas. Défilé des crinières en page des sports. Voilà pour les titres. Commençons par barrer la voie au coronavirus, si vous le voulez bien. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Une administration libre, mais dans le respect de la Constitution et du Code général des collectivités territoriales décentralisées. C'est ainsi que fonctionneront les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Sur le champ de compétences de leur statut spécial, voici les explications d'Augustin Guizana. Du statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le Code général des collectivités territoriales décentralisées stipule en son article 239 que ces régions s'administrent librement par des organes élus dans les conditions fixées par la présente loi. Et les experts en décentralisation s'appuient pour le dire sur des compétences supplémentaires transférées à ces régions. L'obligation pour l'État de consulter les deux assemblées du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en matière d'élaboration de politique nationale sur le sous-système de l'éducation anglo-saxonne. Et il y a aussi les compétences pour créer des structures de développement comme le MIDENO et le Southwest Development Authority. Et enfin, ils ont compétences pour traiter les problèmes des chefferies traditionnelles dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Seulement, des règles sont fixées dans le cadre de l'administration régionale. Elles reposent sur un médiateur appelé le Public Independent Conciliator, courroie de transmission entre le pouvoir local et central. Par cette disposition, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest retrouvent leurs spécificités d'antan, des spécificités historiques et sociales qui vont au-delà de celles observées pendant l'époque de l'État fédéral. À l'époque fédérale, chaque État fédéré avait son assemblée. Mais maintenant, le Code crée une assemblée pour le Nord-Ouest, une assemblée régionale pour le Sud-Ouest et des conseils régionaux dans les 8 autres régions qui n'existaient pas à l'époque fédérale. Pour les observateurs de la scène politique nationale, le statut spécial devait ramener les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à des meilleurs sentiments. Arrêtons-nous un moment sur l'une des particularités, la House of Chiefs. Elle sera composée, comme vous le savez, aussi bien dans le Nord-Ouest que dans le Sud-Ouest, de représentants du commandement traditionnel. Faisons donc une plus ample connaissance avec cette assemblée. C'est dans ce reportage d'Agnès Solange-Abessolo. C'est l'une des résolutions du Grand Dialogue national, la mise sur pied d'un statut spécial attribué aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour résoudre la crise sociopolitique, ce qui implique que les collectivités territoriales décentralisées, notamment la région, soient administrées différemment de la partie francophone. C'est pour cela que dans la partie anglophone, vous avez comme organe de la région, vous avez le conseil exécutif régional et l'assemblée régionale. En matière de développement local, c'est la House of Chiefs, présidée par le vice-président du conseil exécutif régional, qui est chargée de se prononcer sur le statut des chefs traditionnels par le biais d'une assemblée. Ce qui rappelle fortement les années de tutelle coloniale. La domination anglaise était caractérisée par ce qu'on a appelé l'indarero. Le colon agissait au travers des chefs traditionnels qui étaient chargés d'administrer directement les populations. Alors pourquoi ramener cette disposition fédérale aujourd'hui?
Lorsque vous voyez les attributions de ces chambres-là, elles se réunissent en congrès à l'ouverture et à la clôture de chaque session. Après, elles vont se réunir séparément comme l'Assemblée nationale et le Sénat. La House of Chiefs est l'une des 2 chambres de l'Assemblée régionale délibérant dans les 2 régions à statut spécial. Elle sera animée par 20 membres issus du commandement traditionnel, élus pour 5 ans. Voyons maintenant de près le rôle d'un des acteurs particuliers aux 2 régions, le Public Independent Conciliator. Il s'agit en fait d'une autorité indépendante chargée de régler les différends entre l'administration et les citoyens, comme cela est d'ailleurs de coutume dans la tradition anglo-saxonne. Attribution et fonction de ce médiateur, Rodrigue Bertrand-Toueno. Le Public Independent Administrator est chargé de régler à l'amiable les litiges entre les usagers, l'administration régionale et communale, défendre et protéger les droits et libertés des citoyens contre les abus dont ils seraient victimes de la part des autorités régionales ou communales de la région, mener des investigations sur le fonctionnement des services régionaux et communaux et dresser des rapports sur le fonctionnement des 10 services. Le champ de ces actions se limite donc à l'administration régionale et communale, ainsi qu'aux services et établissements ou entreprises publiques de sa région de compétence. Il n'a donc aucun pouvoir ni aucune compétence en ce qui concerne le fonctionnement des services publics de l'État, notamment les services déconcentrés, les établissements et entreprises publiques créés ou détenus directement ou indirectement par l'État. Il ne peut contrôler l'État et ses démembrements. En somme, il ne s'agit nullement d'une autorité juridictionnelle ou d'un juge, car les pouvoirs qui lui sont reconnus ne sont pas de nature juridictionnelle. Dans la suite du journal, ce rappel le 5 octobre prochain, ne l'oubliez pas, est jour de reprise des classes pour les écoles, lycées et collèges. Le 20h30 feuillette dès ce soir la page spéciale rentrée scolaire avec ce premier constat, la résilience de la communauté éducative qui se relève d'une année pas comme les autres. Appréciation de la copie rendue par le Cameroun malgré le coronavirus, c'est dans ce commentaire que signe Martine Nwaldingue. Ce n'était pas gagné d'avance. L'année scolaire 2019-2020 aurait pu être une année blanche, mais c'était sans compter avec la détermination du président de la République, Paul Biya. Passé la suspension des cours pendant une période d'environ 3 mois, eu égard au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, l'école a repris droit de cité le 1er juin 2020 pour les classes d'examen. Mais avant son retour en présentiel, toutes les dispositions avaient été prises pour maintenir les élèves en éveil. C'est le cas du téléenseignement par exemple. Les cours diffusés en direct sur les antennes de la CRTV ont connu un succès certain. Il faut dire que dès décembre 2019, le coronavirus, cet inconnu, sévit dans le monde. Les communautés tremblent, celles éducatives encore plus. Le chef de l'État monte au créneau. Des mesures barrières sont alors déclinées par le Premier ministre, chef du gouvernement, le 17 mars. Elles ne tarderont pas à montrer leur efficacité. C'est ainsi que le pari de la réouverture des écoles pour les classes d'examen est tenu. Tout ceci n'a été possible que grâce à la sagesse et à la vision politique du président Paul Biya qui n'a pas cédé au catastrophisme ambiant pour sauver l'année scolaire et par là l'avenir de nos enfants. Les têtes sont désormais tournées vers le 5 octobre, date prévue pour la rentrée scolaire 2020. On reprend les mêmes acteurs, on repart. Cette fois dans un contexte singulier, la pandémie à Covid-19 rôde toujours. Il faut donc en appeler à une plus grande responsabilité de toute la communauté éducative afin que l'école ne devienne pas un nouveau foyer à coronavirus. Vous retrouverez désormais tous les soirs la page spéciale rentrée scolaire. Et dans ce contexte de veille de rentrée, justement, un sujet qui fâche et divise à la fois, celui de la vente des places aux élèves candidats à une inscription. Ce commerce est-il de l'ordre du mythe ou de la réalité? C'est ce qui fait débat ce soir. Enquête de Oswald Medon. À chaque rentrée scolaire, le sujet revient avec la même acuité. Le monnayage des places dans l'enseignement public, c'est une réalité. Nous avons vu les preuves même. Mais tu ne peux doiter quelqu'un sans avoir une preuve palpable. Il y a des enveloppes qui se donnent. Ce que les chefs d'établissement demandent formellement, du moins ceux qui ont accepté de nous recevoir. La hiérarchie du ministère des enseignements secondaires a établi des conditions de recrutement. Il y a des dossiers qui peuvent être déposés auprès de l'établissement et il y a des commissions qui devront siéger le moment venu pour décider de l'admission ou non de tout candidat.
Voilà pour la norme. L'avis du Camerounais lambda est sans équivoque. Les montants et les pratiques qui ont cours semblent même être connus de tous. À la rentrée scolaire, généralement, les parents sont abordés par des enseignants ou des surveillants généraux. En 6e, on parle souvent de 100 000, les classes intermédiaires, 50 000. Nous, on connaît que l'entrée en 6e, c'est sensiblement 100 000. En seconde, c'est là où peut-être ça baisse. Ces enseignants même ont les gens qui cherchent les clients pour eux, dans toutes les classes. Moi, je suis parti inscrire ma fille en classe de 3e dans une classe d'examen où j'ai payé 125 000. Si beaucoup ont systématisé l'affichage des taux officiels, ce ne serait que de la poudre aux yeux. Mais à la réalité, les faits restent l'expérience de chacun. Et ces faits sont difficiles. Un clic pour connecter les universités d'État du Cameroun à Internet haut débit. Pour cela, le ministère de l'Enseignement supérieur vient de conclure un partenariat avec Camtel. Les documents ont été signés par le ministre d'État Jacques Famendongo et Judith Yasonde Achidi, directeur général de Camtel. Irène Zanafouda. Les universités d'État connectent leurs étudiants au village planétaire grâce au réseau Internet à haut débit, l'une des nouvelles clauses du contrat établie entre le ministère de l'Enseignement supérieur et Camtel. Les signatures apposées sur les documents officiels par Jacques Famendongo et Judith Achidi plongent désormais les 9 campus universitaires concernés dans la toile. Un saut qualitatif qui permet au monde estudiantin de maintenir la tête baissée pour une cause noble. Les universités vont avoir 40 à 50 fois plus de bandes passantes Internet. Les étudiants pourront se connecter pour télécharger des cours et même pour suivre des cours à distance. Le rapport qualité-prix est proportionnel aux offres de services qui doivent combler toutes les attentes. Les prix ici sont de 8 000 l'oméga pour Internet et puis de 5 000 pour MPLS. Dans l'enceinte du campus, les jeunes vont donc profiter d'une connexion fiable et rapide pour bénéficier d'un accompagnement distanciel à l'heure où le coronavirus leur ferme toutes les portes au nez. Le 20h30, lui, ouvre ce soir une série sur les devises du Cameroun. Les cultures vivrières ont de plus en plus une seconde vie grâce à la transformation. Arrêt sans plus attendre sur les aliments prêts à cuire et les conserves made in Cameroun. C'est une cuisine de Lucrèce Mebenga. Sorties de nos champs puis de nos marchés, ces cultures vivrières passent de plus en plus par la case transformation puis viennent tutoyer les produits agroalimentaires importés dans les supermarchés. Ici, des farines de mil, de maïs, là, des farines de plantain et de patates qui ont servi à la fabrication de ces pains. Plus loin, des racines, des légumes et de la pâte d'arachide prêts à cuire. Pour les ménagères, fini la pénibilité. Nous qui travaillons, vous voyez, quand on rentre à la maison, griller, tout ça, maintenant on trouve juste une pâte déjà bien faite, on met juste dans la sauce. Donc c'est facile, la conservation aussi est bonne. Les condiments sont déjà faits et naturels. Si vous lisez même, on a essayé, j'ai regardé aussi, c'est du 100% naturel, il n'y a pas de conservateur et on peut consommer, c'est comme chez grand-mère, quoi. Les ménagères raffolent de ces tomates, piments et autres épices en conserve, d'autant plus qu'elles ne perdent pas au change en termes de goût. Les produits camerounais sont spécialement de bonne qualité, c'est fait bio. J'ai expérimenté aussi du piment, le piment conservé, le piment de table, piment liquide qui se fait naturellement, localement ici. J'ai expérimenté du ginger, des condiments aussi avec du ginseng. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est qu'un début dans cette série. Célébration ce jour de la 21e édition de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Le gouvernement, au travers d'une déclaration, rappelle les initiatives menées pour permettre à la propriété intellectuelle de survivre à la pandémie à coronavirus. Écoutons à cet effet Fou Callistus Gentry, le secrétaire d'État auprès du ministre en charge du développement technologique. C'est dans cet extrait sélectionné par Alvin Giselze. Nous avons des chercheurs qui ont sollicité l'accompagnement à l'appui du gouvernement. Il s'agit pour ces chercheurs de mettre sur le marché un prototype de respirateur artificiel et d'extracteur d'oxygène. Ils ont sollicité un financement d'environ 28 500 000. Ce prototype, lorsqu'il sera affiné, cette équipe de jeunes chercheurs
pourrait proposer un business plan pour qu'il passe de la production artisanale à la production industrielle. Saisie des produits pétroliers de contrefaçon à Douala, un suspect a été interpellé par les forces de sécurité alors qu'il transportait 250 litres de carburant frelaté dissimulé dans un véhicule personnel. Cette opération menée par les éléments du groupement mobile d'intervention participe des actions de veille et d'assainissement de ces secteurs clés de l'économie camerounaise. Nous y reviendrons. Protection des écosystèmes et de la biodiversité, les élus du peuple sont à pied d'œuvre. La ville d'Ebolova abrite depuis ce lundi l'atelier d'information et de renforcement des capacités des parlementaires sur les enjeux environnementaux et le cadre légal du secteur des forêts au Cameroun. À l'ouverture des travaux, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hilarion Etong, a invité les participants à se former à la bonne école. Étienne Meva à Bondo, des CRTV Sud. Cette initiative est portée par les 90 parlementaires invités à cette rencontre qui se tient à Ebolova avec un mobile bien précis. Nous allons passer en revue les différents instruments internationaux en lien avec les questions d'environnement et de développement durable. L'organisation de cet atelier a une coloration de la coopération allemande. Le REPA pour nous est un partenaire stratégique qui œuvre dans le domaine du plaidoyer. Les participants entendent d'ailleurs faire amende honorable à l'invitation du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hilarion Etong. Faire avancer le plaidoyer que le Parlement a engagé depuis un certain temps déjà pour la révision des textes et lois qui gouvernent la forêt chez nous. On a l'impression que ceux qui sont en charge de veiller à la protection de ces forêts sont parfois complices s'ils ne sont pas eux-mêmes acteurs de la destruction de ces forêts. Enjeux et engagements internationaux seront expliqués aux séminaristes avec à la clé la situation actuelle de la gestion des forêts au Cameroun. 3000 sacs de riz pour les sinistrés des inondations de la ville de Maroua, dont du président national du FSNC, Issa Tiroma Bakari, et de l'honorable Salmana Amadou Ali, député du Diamari. La cérémonie de distribution a eu lieu à Maroua. Lionel Mingué. Les inondations de ces derniers jours ont fait beaucoup de dégâts dans la région de l'extrême nord, notamment dans la ville de Maroua. Et c'est pour réduire la souffrance des populations victimes que le président national du FSNC, Issa Tiroma Bakari, et l'honorable Salmana Amadou Ali ont recensé 1432 sinistrés pour leur apporter cette aide alimentaire constituée de 3000 sacs de riz. Vraiment, je ne saurais comment remercier l'honorable Salmana Amadou Ali. Avec l'honorable Salmana Amadou Ali, nous sommes aimés. À travers ce geste, le FSNC entend également rester aux côtés de son électorat du Diamari Centre. Malgré tout ce qu'elle a subi, elle est encore debout, elle est vivante. Les populations victimes des inondations doivent continuer à faire preuve de résilience en attendant d'autres actions de secours. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. La lutte contre le coronavirus se poursuit. Certains organismes sont particulièrement exposés aux affections telles que la grippe, surtout par ces temps de saison pluvieuse. La grippe qui elle-même est d'ailleurs très proche du coronavirus. Le rendez-vous d'information de ce lundi fait justement la différence entre la grippe proprement dite et le coronavirus. Retrouvons donc sur place Évariste Eyenga qui est au centre des opérations d'urgence de santé publique. Évariste, bonsoir.
Bonsoir Romial, avant d'aller à ce distinguo, à cette différence entre la grippe et le nouveau coronavirus, d'abord ces remarques du docteur Linda Esso qui donnait le point de presse de ce soir. Eh bien, la distance physique, l'hygiène des mains et le port du masque semblent être rangés dans les tiroirs par plusieurs en ce moment où plusieurs pays amis du Cameroun sont victimes d'une remontée fulgurante de la pandémie. Et qu'au Cameroun, en même temps, il y a le climat que vous évoquiez tantôt et qui fragilise certains organismes. Il n'est donc pas recommandé à cela d'avoir une attitude aussi imprudente. La différence entre la grippe et le nouveau coronavirus. Notre guide de ce soir, c'est le docteur Fabrice Fabo. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. La frontière est pratiquement mince entre la grippe, on va dire ordinaire, et le nouveau coronavirus. Finalement, comment on arrive à faire la différence entre les deux? Réellement, Évariste, il ne veut pas dire qu'il y a une différence. Parce que le tableau clinique de la Covid-19 et de la grippe saisonnière est pratiquement la même. Mais pour réellement faire la différence, il faut faire un test. Il faut se faire tester. Donc quand vous avez un symptôme, c'est-à-dire un symptôme d'un syndrome grippal habituel, rhinorrhée, céphalée, courbature, fièvre, il faut vous faire tester parce que vous êtes un cas suspect. Pourquoi? Parce que la Covid-19 est plus mortelle que la grippe saisonnière. Donc, elles ont les mêmes symptômes, mais la Covid-19 est plus mortelle. Il faut se faire tester rapidement. La Covid-19 a une virulence beaucoup plus accrue. Dites maintenant, est-ce qu'un seul individu peut basculer d'un état grippal à une infection au coronavirus? Puisque les tableaux cliniques sont similaires. Donc, quand vous avez les symptômes de grippe, vous pouvez basculer à la sévérité si c'est le Covid-19. C'est pour ça qu'il faut absolument se faire tester. Parce que dès que vous avez un seul symptôme, vous êtes un cas suspect. Et parce que vous êtes un cas suspect, il faut faire tester. Donc, autour de vous, si vous avez des personnes qui ont les rhinorrhées, qui ont des céphalées, qui ont des fièvres, qui ont des courbatures, qui ont des toux, ils doivent absolument se faire tester parce que ce sont des cas suspects. C'est noté, docteur Fabrice Fabo. Romuald, vous aussi, vous l'avez noté certainement, la frontière symptomatique entre la grippe ordinaire et le nouveau coronavirus est pratiquement mince. La recommandation du corps médical est de se faire tester au moindre soupçon d'une grippe. À vous le plateau. Merci Évariste, et c'est bien noté, mais je ne sais pas si le soupçon va disparaître avec ces assurances. Le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en visite de travail à l'Est lors de sa descente dans les sites de Gado-Badzéré et de Garoua-Boulaye, Olivier Birs s'est informé des conditions de vie des réfugiés. Il promet une amélioration considérable de leur prise en charge. Les détails de Luc Owono, de CRTV Est. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, agence humanitaire, s'est engagé à aider les populations qui ont fui la guerre et les souffrances. Le représentant du HCR au Cameroun, arrivé le 16 juillet dernier, vient d'effectuer une tournée qui l'a conduit au centre spécialisé de prise en charge des patients atteints de Covid-19 à Mandjou, ainsi que dans les sites pour réfugiés de Gado-Badzéré et de Garoua-Boulaye. Les réfugiés souhaitent faire du commerce, faire de l'agriculture, vaquer à leurs occupations, pouvoir nourrir leurs familles, envoyer leurs enfants à l'école. Quand ils ont traversé la frontière, on était là pour les soutenir, les aider en matière d'abri, les aider en matière d'équipement. D'autres partenaires au rang de International Medical Corps et Africa Humanitarian Action œuvrent aux côtés du HCR pour le bien-être des réfugiés qui sont suivis par des personnels médicaux. Il y a de nouveaux bâtiments qui sont en construction d'une capacité de 40 lits. Il faut noter que depuis le début de la crise de Covid, ils ont construit des tentes. Ils nous ont appuyés aussi en matériel. Au terme de sa visite, le représentant du HCR a promis de porter les doléances des réfugiés aux autres institutions spécialisées de l'ONU pour une synergie d'action. Et à côté de ces informations sur l'humanitaire, ce communiqué de presse qui nous vient du ministère de la Défense, sur très hautes instructions du chef de l'État, chef des forces armées, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense préside le mardi 15 septembre 2020 à partir de 11h au centre de formation pré-redéploiement des opérations de maintien de la paix de Moutcheboum, département du
Onyong, région de l'Est, la cérémonie de remise des étendards au 7e contingent camerounais montant de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique, MINUSCA. C'est un communiqué signé du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo. C'est la rentrée des classes pour les Lions indomptables le 5 octobre prochain aux Pays-Bas. La sélection entre en stage pour préparer 2 rencontres amicales contre le Japon et l'Algérie. L'entraîneur sélectionneur Antonio Conceição a convoqué pour cette occasion 32 joueurs dont 8 nouveaux visages et 2 anciens qui retrouvent la tanière. Germain Noël Essingé. La dernière apparition de Nicolas Nkoulou au sein des Lions indomptables remonte en 2017. Le champion d'Afrique de 30 ans est une pièce maîtresse de la ligne défensive de Torino en première division italienne. Autre comeback, c'est lui, de Clinton J, qui n'avait plus été appelé après la campagne égyptienne de 2019. 8 gladiateurs font leur entrée dans la valse des géants. Les gardiens Blondinouke de Stoke City en Angleterre, de Boris Essele de Bourse FC en France. Les milieux Neyou Ivan de Saint-Étienne en France, Onana Jean, 19 ans, sociétaire de Lille, Brice Eteki de Grenade en Espagne et de Ndengue William de Lucerne en Suisse rentrent dans la maison. La ligne offensive s'enrichit également du 109 avec les talentueux Ayouk Eric et les Serge Tabekou qui ont fait sensation dans les catégories inférieures. En revanche, Antonio Conceição prend l'option de la continuité en gardant ses cadres Toko Ekambi, Choupo-Moting, Aboubakar, Franz Ambouanguissa, Koundé Malon, intraitables dans l'entrejeu. Idem pour la charnière défensive, où la confiance est renouvelée en Gande, Faye Collins, Oyongo Bitolo, Jérôme Ongene et autres. Le choix se fera comme toujours entre André Onana et Fabrice Ondoa dans le but. La préliste de Conceição est un savant dosage entre la fougue et l'expérience. Et toujours en sport, le verdict est tombé ce lundi dans l'affaire Ligue de football professionnel du Cameroun et Fédération camerounaise de football. Le tribunal arbitral du sport, autant pour moi, rétablit la Ligue dans ses droits, notamment celui d'organiser les championnats. Selon la juridiction basée à Lausanne en Suisse, la suspension de la LFPC est illégale depuis le 18 octobre 2019. Le TAS a demandé à la FECAFOOT de payer environ 3 millions de francs CFA de frais de procédure. La FECAFOOT a immédiatement pris acte dans un communiqué de cette décision qui sera soumise à son assemblée générale et au comité exécutif. Et c'est la fin donc de ce journal. Tout juste après et à partir de 21h, Yves Macmedzo présente Présidence Actu. Présidence Actu qui reçoit le professeur Jacques Famendongo, ministre d'État secrétaire à la communication du RDPC. Ils parleront des préparatifs des élections régionales, mais également des sanctions au RDPC et de la rentrée académique. C'est cela le menu de Présidence Actu que vous pourrez retrouver juste après ce journal. Merci de votre fidélité aux 20h30. Je vous souhaite d'excellents moments sur votre antenne, la CR TV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Soit absolument respecté par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.
CRTV News, ici, toute l'info.